102.2. À la une de l'actualité de ce 12 heures, le Mali, à l'instar de plusieurs pays d'Afrique, fait face à des inondations dues aux fortes pluies. Les travailleurs sont parfois obligés de conduire pour se rendre à leur lieu de service. Est-il prudent de conduire sous la pluie? Nous aurons la réponse dans cette édition. L'ambassade des États-Unis au Mali a organisé une cérémonie d'information et d'orientation sur la foire RE+. La dite cérémonie avait pour objectif de faire le réseautage et de préparer les 58 entrepreneurs maliens qui ont eu la chance d'aller représenter le Mali à ce forum mondial. Les détails à suivre. La vie des enfants des célébrités n'est pas toujours facile, car ils reçoivent une attention très particulière des médias et du public, ce qui fait que parfois ils ne peuvent pas vivre pleinement leur vie. Djeneba Diarra est allée à la rencontre de certains enfants de célébrités à suivre dans ce journal. InfoCité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé par Ibrahim Sori Traoré. Avec lui, nous parlerons du sommet Chine-Afrique, du Sénégal où le ton continue de monter entre l'exécutif et le législatif, enfin de la RDC où des vaccins contre le nouveau variant de la variole du singe Mpox sont attendus. Dans la page sport, il sera question des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 qui ont débuté hier, suivi des nouvelles sur la Super Coupe coloniale Assimi Goïta et nous terminerons par l'afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons. Et tout ceci nous sera décortiqué par Daouda Kone. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la présentation à Wakenza Sidibé. Je vous le disais dans les titres, l'ambassade des États-Unis au Mali a organisé une cérémonie d'information et d'orientation sur la foire RE+, en collaboration avec la Chambre du commerce américain AmCham. Cette cérémonie a pour but de favoriser le réseautage et de préparer les 58 entrepreneurs maliens qui ont représenté le Mali à ce forum. Kounandi Bamani. La foire RE+ est une opportunité pour le Mali de renforcer certains secteurs. Cette initiative de l'ambassade des États-Unis au Mali est une aubaine pour les deux pays. Rachna Koronen, ambassadrice des États-Unis au Mali. As you know, Mali is going through Le Mali traverse une crise énergétique très dure en ce moment. Et ça, c'est un salon qui est très grand. C'est l'un des salons les plus grands sur les énergies renouvelables. Donc, je pense que ça fait sens. Le Mali doit être là-bas. Yeah, there is no other choice. Pour renforcer et faciliter la participation des entreprises à cette foire, la Chambre de commerce des États-Unis, AmCham, joue un rôle primordial, d'où la création de celle du Mali. Mohamed Ibrahim Sibi, secrétaire exécutif de AmCham Mali. Nous, en tant que AmCham, l'objectif est de rapprocher le monde économique américain, secteur privé et le secteur privé malien, et aussi promouvoir la destination du Mali. Nous avons vu une opportunité d'améliorer la participation de la délégation malienne aux États-Unis. D'où l'organisation de cette cérémonie pour mieux orienter les participants et faire en sorte que toutes les entreprises maliennes qui vont partir retournent avec des partenariats ou des financements venant des États-Unis. Au dire de Maurice Sako, qui est à sa 5e participation, ce salon est une aubaine pour les entreprises. Maurice Sako, président du GIE Solar Industrie. Il y a beaucoup de nouveautés de kits solaires qu'ils peuvent voir durant ce salon, qu'on peut vraiment revendre ici à moindre coût. Mais aussi, ce salon, c'est l'opportunité pour les organisations de chercher des financements pour de gros projets. Pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, cette foire va changer la donne. Mamadou Samake. C'est des projets structurants qui vont faire en sorte que le mix énergétique dont nous parlons depuis longtemps puisse être une réalité. Cette activité vient renforcer les initiatives présidentielles. La cérémonie prend fin avec un cocktail suivi d'un réseautage. Rappelons que le Mali est le dernier à adhérer à cette foire qui est à sa 20e édition cette année. Autre activité importante pour le pays, le collectif des associations pour le reboisement et une éducation inclusive a initié ce vendredi une journée de reboisement dans la cour de 2 établissements des personnes atteintes de handicap visuel et auditif. Il s'agit de l'Institut national des aveugles du Mali et l'école des sourds-muets de Sogoniko Sud. Le but est de contribuer à la protection et la promotion de l'environnement à travers des actions concrètes. Dara Traoré pour le reportage.
26 pieds d'arbres fruitiers plantés dans la cour de l'Institut national des aveugles du Mali, une action citoyenne à l'initiative du collectif des associations pour le reboisement et une éducation inclusive. L'objectif est de contribuer à la restauration du couvert végétal et à la lutte contre les effets des changements climatiques. Youssouf Traoré, porte-parole du collectif des associations pour le reboisement et une éducation inclusive. C'est de faire une parapluie pour ce pays-là. Au départ, c'était de planter les arbres, au moins 100 arbres par commune. Mais comme on le dit, si on ne peut pas faire de grandes choses, il faut faire de petites choses avec grandeur. Chaka Mariko, président de la commission environnement de la mairie de la commune 6. Notre objectif premier, c'est le développement. Et qui parle de reboisement parle de développement parce que ça rentre dans le cadre de la protection de l'environnement. Les pensionnaires de l'Institut national des aveugles du Mali vivent dans un régime d'internat, un environnement où les arbres sont d'une grande utilité, nous confie le directeur coordinateur de l'Institut national des aveugles du Mali, Chaka Diabati. Nous remercions les initiateurs de cette activité et leur promettre surtout que nous allons nous occuper réellement de ces plantes-là. Et qu'à l'avenir, ils verront bien qu'à la reprise, même les enfants en situation de handicap visuel vont contribuer à l'entretien de ces arbres-là. Autre établissement bénéficiaire de cette opération de reboisement, c'est l'école des déficients auditifs de Sougouniko. Bakary Traoré, coordinateur de l'école des déficients auditifs de Sougouniko. L'arbre est très important. Ça nous offre de l'ombre. En plus de ses vertus thérapeutiques, au dire des initiateurs de l'opération, la dynamique sera maintenue. Le collectif entend non seulement reboiser d'autres espaces publics, mais aussi mener des campagnes de sensibilisation physique et digitale sur l'environnement au bénéfice de la population. La page internationale, c'est tout de suite. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et elle sera développée par vous, Souri Ibrahima Traoré. Bonjour Ibrahima. Bonjour Awa Sidibé. Alors nous commençons par le sommet Chine-Afrique à Beijing. La Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars en 3 ans. Effectivement, cette annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping à l'ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin, après que le dirigeant a célébré les relations entre son pays et les États du continent. Au cours des 3 prochaines années, le gouvernement chinois est prêt à fournir un soutien financier d'un montant de plus de 50 milliards de dollars pour aider à la création d'au moins 1 million d'emplois. Les relations Chine-Afrique connaissent désormais leur meilleure période de l'histoire, a assuré le président chinois. Au total, 25 dirigeants de pays africains, dont le Mali avec une forte délégation, ont confirmé leur présence à ce sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui s'achève demain. Retour en Afrique au Sénégal, le ton continue de monter entre l'exécutif et le législatif. Tout à fait, le bras de fer politique entre opposition et pouvoir se durcit de plus en plus. Face à la menace d'une motion de censure déposée par le camp de l'ancien président Macky Sall à l'Assemblée nationale, l'exécutif a contre-attaqué hier mercredi. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé alors l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour éviter l'examen d'une motion de censure. Du Sénégal, on se rend en RDC où la coalition de l'opposant Seyid Kikouni dénonce son arrestation par l'ANR. Candidat à la présidentielle de décembre dernier, il se trouve actuellement aux mains des services de renseignement depuis lundi dernier. Il a passé sa 3e nuit dans la cellule de l'Agence nationale de renseignement ANR sans droit de visite ni d'assistance de son avocat. En réponse, l'opposition hausse le ton et dénonce une arrestation qui cristallise la dictature dans le pays. Ibrahima, on reste dans ce pays pour parler de la variole du singe où des vaccins sont attendus contre le nouveau variant du Mpox. Exactement. L'est du pays a fortement été impacté par ce nouveau variant du Mpox. Dans les cliniques locales, médecins et patients attendent impatiemment l'arrivée des vaccins prévus pour aujourd'hui. Ce sont des vaccins fournis par l'autorité européenne de réponse aux urgences sanitaires. La première vague de près de 100 000 doses doit permettre de ralentir la propagation de cette nouvelle variante du Mpox. Depuis le début de l'année, le pays a enregistré plus de 17 500 cas et 629 morts selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Enfin, au Kenya, le Parlement travaille sur de possibles violences de l'armée britannique. La commission parlementaire de défense a repris ses travaux d'enquête sur l'unité d'entraînement de l'armée britannique. Depuis un an, elle étudie des possibles manquements éthiques après diverses plaintes déposées devant la justice sur des cas de violences sexuelles. En effet, en 2012, le corps d'une jeune fille a été retrouvé. La dernière fois qu'elle avait été vue, c'était en compagnie d'un soldat britannique. Malgré une plainte déposée en 2019, l'affaire n'a pas progressé. Pour l'avocat Kelvin Kobay, d'autres cas de violences sexuelles pourraient bien avoir été cachés, notamment dans les années 2000 où des centaines de femmes avaient affirmé avoir été violées par des militaires britanniques en exercice dans le pays. Ainsi se présente alors l'essentiel de l'actualité internationale pour ce 12h Awa Sidibé. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces informations. Un autre sujet dans ce journal qui nous tient à cœur, surtout en cette période de forte pluie, c'est bien la pluie. Elle est rafraîchissante en période de chaleur et est la bienvenue pour l'agriculture. Cependant, depuis quelque temps, elle est devenue un cauchemar pour certains, dont les conducteurs. Pour garantir la sécurité des usagers de la route en cette saison pluvieuse, il faut une attention particulière et une adaptation de sa conduite aux conditions météorologiques, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Korotimi Koulibaly nous édifie un peu plus sur le sujet. Lorsqu'il pleut, les routes deviennent glissantes, ce qui réduit ainsi la résistance des pneus sur le goudron. Ces glissements peuvent entraîner des dérapages et prolonger la distance de freinage. Pour beaucoup d'usagers, la prudence est la clé pour surmonter les dangers de la route, surtout en ces temps de forte pluie. Souleymane Traoré. Nous devons être très prudents, limiter la vitesse de conduite. Laissez une bonne distance entre vous et la voiture qui vous précède. Allumez les feux tels que les feux de croisement, les feux de brouillard aussi. Levez les pieds de l'accélérateur. Priorisez les ralentissements que des freinages immédiats. La visibilité est souvent réduite, non seulement à cause des gouttes de pluie sur les pare-brises, mais aussi en raison des projections d'eau des véhicules devant vous. Mariam Makadji. La pluie réduit notre visibilité sur la route. Donc, pour bien voir et être vu, il est recommandé d'allumer ces feux de croisement pour que le conducteur d'en face nous voie. Pene Sissé, une mère de famille, nous confie qu'elle ne conduit jamais sous la pluie. Quand il pleut, je ne sors pas, car c'est très difficile de conduire sous la pluie. Ça provoque beaucoup d'accidents, donc je préfère être prudente. Quant aux piétons, ils deviennent moins visibles sous la pluie. C'est pourquoi certains conducteurs redoublent de vigilance pour être prêts à s'arrêter en cas d'imprévu. Bintou Diara. Il est important de faire très attention aux piétons. Entre le manque de visibilité et le mauvais temps, les personnes sont plus pressées et moins attentives à leur environnement. Conduire sous la pluie est parfois inévitable et comporte des risques importants. En revanche, prendre les précautions nécessaires peut minimiser les risques et permettre d'arriver à destination en toute sécurité. Nous nous intéressons également aujourd'hui à la vie des enfants des célébrités. Quand on est célèbre, cela fait appel à des responsabilités, voire parfois des sacrifices pour la famille. Les enfants des célébrités ont parfois des difficultés à vivre pleinement et librement leur vie comme les autres. Notre reporter Djeneba Diarra s'est intéressé au sujet. C'est dans ce dossier. Être enfant de célébrité est une réputation désirée de tous, mais ceci n'est pas chose facile puisque cela demande beaucoup de responsabilités. Djeneba Diallo, fille de l'artiste Yoro Diallo et de Diarawara Sali, selon elle, la réputation d'un parent célèbre a des avantages et des défis. Souvent, tu es censé être exposé à une attention médiatique constante, ce qui peut parfois être très difficile à gérer. Et d'un autre côté, cela peut être une expérience enrichissante d'avoir accès à des opportunités uniques et des portes ouvertes dans certains domaines grâce à la renommée de tes parents. Être issu d'une famille de célébrités a des avantages, mais pour Sanata Traoré, fille du cinéaste Salif Traoré et de l'animatrice Djeneba Kone, ce statut n'a rien de particulier. C'est tout à fait normal de certains côtés, puis après, vu de l'extérieur, ça doit être
des remarques du genre « Ah, t'as trop de chance, t'es la fille d'un tel, ah, vous devez trop bien vous amuser à la maison. » Mais en vrai, c'est une famille normale, hein, avec les mêmes règles. L'éducation des enfants de célébrités s'avère parfois difficile, avec l'absence des parents. Malgré cette absence, certains n'ont pas oublié leurs valeurs culturelles qui sont transmises de génération en génération. Pour Djeneba Koulibaly, fille de Issa Koulibaly alias Diawara dans le film Baroufa, son éducation a été la même comme tout autre enfant. Nous avons reçu une éducation tellement stricte. Nos parents nous inculquent des valeurs sociétales. Quand on sort de chez soi, on représente notre famille. Tout comme Djeneba, les parents de Sanata lui ont inculqué la droiture et la bonté. Mes parents, ils ont assuré, et ce sont des personnes qui vont pas te laisser faire de bêtises. Et surtout, pas que eux, mais la famille surtout, sont également des personnes très très ouvertes qui peuvent partager certains points de vue avec toi. Suivre les traces de ses parents est un choix et le désir de beaucoup d'enfants de célébrités. Tel est le cas de Sanata Traoré et de Djeneba Koulibaly. Sanata Traoré. Arrivé à un certain âge, après le baccalauréat, j'ai fait le conservatoire. Et là, en ce moment, ce que je voulais, c'était plutôt derrière la caméra. Donc là, c'était vraiment sur les traces de papa. Djeneba Koulibaly. Moi, je suis sur les pas de mon père parce que je viens de terminer à l'INA. Et maintenant, je suis au conservatoire pour passer ma licence en théâtre. Par contre, certaines célébrités demandent aux enfants de tracer leur propre voie. Comme nous l'explique Djeneba Diallo, fille de Yoro Diallo. Et pendant ces répétitions, il faisait tout pour nous mettre en l'écart. Souvent même, il nous évite d'assister à ces activités artistiques. Il a toujours voulu construire nos propres traces. En somme, nous pouvons retenir que la vie de célébrité a des avantages, mais cela demande beaucoup de sacrifices. Toutefois, il serait judicieux d'être humble. La page sportive, c'est dans un instant. Et nous recevons dans ce studio Daouda Kone pour le développement. Bonjour Daouda. Bonjour Awa Sidibé. Tout va bien? Je vais bien. Et alors, oui, ça va. Football, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ont débuté hier avec 4 rencontres. 4 rencontres étaient au programme hier dédiées au début des éliminatoires de la CAN 2025. Diverses fortunes enregistrées à la fin des matchs. Le Soudan a ouvert le bal avec une victoire de 1-0 face au MENA du Niger. Ensuite, se sont disputées à la même heure les rencontres Comores-Gambie, Libye, Rwanda et Tanzanie-Éthiopie, tous soldés par des scores de parité. Plusieurs rencontres sont au programme aujourd'hui. Il s'agit de Malawi, Burundi, République centrafricaine, Lesotho, Ghana, Angola, Congo, Soudan du Sud, Tunisie, Madagascar, Algérie, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, Eswatini. Quant aux Aigles du Mali, avec le sélectionneur par intérim Badra Alou Diallo Di Conti, il prépare activement le match contre le Mozambique prévu demain au stade du 26 mars de Irimadio à partir de 19h au compte de la première journée du groupe I des éliminatoires de la CAN et sera dirigé par des arbitres tchadiens. Et à 4 jours après, plus précisément mardi le 10 septembre, les Aigles seront en Afrique du Sud pour affronter l'Eswatini au compte de la deuxième journée. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 4e journée de la phase de poule se poursuit. Avec les oppositions Bamako, Tombouctou et Sigasso Gao, toujours au stade Mamadou Konaté de Ntomikoroboku cet après-midi. Démarré hier, cette 4e journée a vu Kidal et Ségou se séparer sur un score nul d'un but partout. Kai a battu l'équipe du gouvernement par le minimum. Pas de match demain. La 4e journée prendra fin samedi sur des rencontres Koulikoro Présidence et CNT Mopti. Football toujours, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024 a été dévoilée hier. Ademola Lookman du Nigeria est le seul joueur africain parmi les 30 finalistes. En 2023, le continent comptait 4 représentants. Cette année, c'est un seul. La liste publiée sur le site du journal L'Équipe comporte un joueur africain, vous l'aviez dit, Ademola Lookman.
Le Nigérian est ainsi récompensé pour sa belle saison 2023-2024 avec l'Atalanta Bergame. Une saison couronnée par un sacre en Ligue Europa et un triplé historique. Vainqueur de la précédente édition, Lionel Messi est absent de cette liste. Les autres grands noms du football mondial sont en revanche présents. L'attaquant brésilien Vinicius, qui fait figure de grand favori en compagnie de ses deux coéquipiers Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Erling Haaland de Manchester City et le buteur anglais Harry Kane sont également nominés. Basketball pour terminer. Afrobasket des moins de 18 ans, filles et garçons. Afrique du Sud 2024, les juniors maliens ont dominé ceux du Sénégal hier 64-50. Oui, chez les garçons, le Mali a effectué son entrée en lice cet après hier en dominant le Sénégal 64-50. Outre Mali-Sénégal, la Côte d'Ivoire a été dominée par le Cameroun 62-67. L'Angola s'est imposée devant l'Ouganda 87-73. Enfin, l'Égypte a battu le Nigeria 70-57. Déjà, le Mali chez les filles a dominé l'Angola 51-43, sa première. Pour la deuxième sortie, ça serait demain contre la Zambie à Pretoria. Autre résultat de cette première journée des filles, la Tunisie a battu le Cameroun 73-59. L'Afrique du Sud, pays hôte, a lourdement chuté devant le Rwanda 102-37. L'Égypte a pris le meilleur sur le Nigeria 72-60 et l'Ouganda a battu le Zimbabwe 85-36. Pour rappel, le Mali est tenant du titre chez les filles et détient aussi le record de trophées avec 8 titres en 16 éditions. Chez les garçons, 2 fois champion d'Afrique, des titres remportés en 2018 et 2020. Merci Daouda Kouni. Merci bien. À suivre la météo. Il est 12h22. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 28 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 29 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h39 minutes. C'est la fin de cette édition présentée par Awa Kenza Sidibé. Mise en onde Chaka Diara, mise en ligne Badi Touré, réalisation Fatoumata Touré, Mariam Konaté, coordination Salimata Dao et Nyanya Aliou Traoré. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 95.2.